Alors, Qu'est-ce que vous nous proposez? j'ai un petit Pouilly Fuissé 2011. Très minéral. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps, il faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je l'ai pas entendu, sa sœur. T'es sûr? Parce que la route est longue. En 5 salons, on n'en a terminé aucune. Alors, Pas faux. C'est pas faux. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival des bons films, 3e émission pour cette 2e saison et nous installons exceptionnellement chez Potemkin. C'est un grand plaisir de pouvoir faire cette émission-là dans ces lieux, dans ces locaux à Paris. Donc merci beaucoup à eux de leur accueil. Alors pour cette émission, nous recevons autour de la table tout d'abord Eugénie. Bonjour. Qui vient de l'artillerie culturelle. C'est ça, l'artillerie, oui. Mais sinon, tu es derrière la caméra, souvent pour le Festival des bons films. Et oui, souvent je suis derrière la caméra, donc salut. Elle était là à toutes les émissions en fait. Voilà, à côté de toi, on trouve Jean-Victor. Bonjour. On trouve sur Cloneweb et Cloneweb l'émission. Exactement. En face, nous avons Lucas. Bonjour Alexis. Tu écris pour Cinématrack et Le Bleu du Miroir. C'est ça. Et puis Marc, on te retrouve sur Filmosphère et les carnets de découverte du lieutenant Schaeffer. Absolument. Et également le Festival des bons films. Absolument, de fond. Voilà. Et moi-même, vous me trouvez aussi sur Filmosphère et Cloneweb et évidemment sur le Festival des bons films. Alors n'hésitez pas à réagir sur YouTube, Facebook, Twitter, Sens Critique et également sur notre site festivaldesbonsfilms.com tout attaché. Si vous avez aimé certaines de nos critiques ou pas du tout, comme ça on est prêt à la discussion, on est ouvert à tout. Alors pour cette nouvelle émission, on a une sélection assez éclectique et internationale, comme on l'aime. Nous avons tout d'abord un film français qui est Saint-Amour de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Nous avons le film chinois The Assassin de Wu Xiaoxian, le film américain Midnight Special de Jeff Nichols et le documentaire pour le coup international, puisqu'il y a toutes les nationalités un peu à l'intérieur, Jodorowsky's Dune de Frank Pavich. Évidemment, en partie classics, Marc reviendra sur la rétrospective qu'il y a eu sur Akira Kurosawa. Et particulièrement Vivre dans la peur. Voilà, tu reviendras avec le film Vivre dans la peur qui était sorti en 1955 et restauré pour l'occasion de cette rétrospective. Et évidemment, nous aurons notre rubrique hors compétition à la fin de l'émission. Et en première partie, nous allons revenir tout d'abord par Jodorowsky's Dune. Ça, on le verra plus tard. Mais tous les films qui n'ont jamais été faits, il y en a beaucoup, avec des grands auteurs et des grands projets. Et nous allons revenir justement avec le coup de cœur de nos invités sur leurs films qui leur manquent, qu'un auteur aurait pu réaliser. Alexandre le Grand par Martin Scorsese, Watchmen par Terry Gilliam ou Croisade par Paul Verhoeven. Tous ces films qu'on aurait bien voulu voir au cinéma mais qui n'ont jamais pu atteindre même des fois le stade du tournage. C'est tous les grands projets avortés pendant un cours de production, faute de personnes compétentes, d'argent ou autres problèmes. Et nous avons voulu revenir vis-à-vis de Jodorowsky's Dune, le fameux Dune que Alejandro Jodorowsky n'a jamais pu réaliser. Et nous allons revenir chacun d'entre nous avec un petit projet qui nous tient à cœur particulièrement. Et nous allons d'abord commencer par Lucas avec le Napoléon qu'aurait pu réaliser Stanley Kubrick. Ouais, voilà, là tu parles, t'as employé le mot petit projet. Bon, je pense que c'est un terme qui sied pas très bien au projet de Kubrick. Moi j'ai choisi Napoléon parce que j'aime beaucoup Kubrick, mais au niveau de l'affect, c'est de loin pas mon réalisateur préféré. Mais je tiens en estime un de mes films préférés, je pense, est Barry Lyndon, qui n'aurait peut-être d'ailleurs jamais vu le jour si Kubrick, à l'époque, avait pu réaliser son Napoléon, qu'il a développé pendant 2 ans à la sortie du 2001 en 68. Donc c'est un projet titanesque, à savoir que Kubrick était complètement obsédé depuis la petite enfance par Napoléon. Il avait embauché une dizaine de personnes autour de lui pour faire toutes les recherches nécessaires. Il avait acheté les droits d'un livre écrit par un professeur spécialiste à l'université de Oxford qui avait écrit un livre sur Napoléon. Et, il y avait eu les dessins et tout ça, préparatoires de tous les costumes. Enfin. Il y avait des dessins préparatoires, il y avait des repérages qui avaient été faits en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Yougoslavie, en Roumanie, en France. Enfin, quelque chose complètement fou.
Et donc, il avait créé une Bible sur l'espace de 2 ans. Il y a une 15 000 photos de repérage qui existent. Il y a des essais de costumes de hussards, de dragons. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Pourquoi ça n'a pas été fait ? Parce que, pour différentes raisons. Parce que la MGM, à l'époque, un peu froussarde, je pense, avait un peu eu peur à la sortie du film Waterloo, du réalisateur dont je me souviens. Sergueï La production russe, italienne, américaine. Sergueï Bondarchuk. Voilà, qui a un nom à couper au couteau. Voilà, ils avaient très très peur et ils voulaient pas retourner dans une immense fresque historique qui coûtait à l'époque 60 millions de dollars, ce qui était quelque chose d'assez conséquent et très ambitieux. Ils voulaient tourner en 65-70 mm uniquement éclair à la bougie. Ils avaient préparé déjà 40 000 bougies. Il y avait un casting. Ça devait être David Hemmings qui jouait Napoléon, que j'aurais imaginé parfaitement dans le rôle. Audrey Hepburn avait poliment refusé le rôle de Joséphine. On imagine que c'est quand elle avait vu dans le scénario qu'ils s'étaient rencontrés dans une orgie. Enfin, il y a plein d'histoires autour de ce film qui n'a jamais été fait, mais qui ferait, comme Jodorowsky Dune, je pense, vu qu'on a le matériau, un super documentaire. Toi, Eugénie, c'est un film de Visconti, ouais. Luchino Visconti. Ça aurait un gros été projet, une grosse adaptation. À la recherche du temps perdu. Donc voilà, tout cet ensemble de romans, ça aurait été énorme. Après, dans un sens, Visconti a un peu retrouvé tout ce style proustien dans chacun de ses films, en fait, dans tous ces personnages qui sont très romantiques et très vicieux. Souvent, on retrouve par exemple les salons proustiens dans L'Innocent, je crois. Mais c'est vrai qu'à la recherche du temps perdu, ça aurait été génial, à la fois parce que c'est un gros travail de narration que Visconti a pas mal travaillé lui-même dans ses films. Et puis tous ces personnages si beaux avec cette époque qu'il a presque connue, parce qu'il est né en 1906. Donc ses parents ont connu cette époque-là. C'est vraiment l'époque de ses parents, donc il est né là-dedans. Enfin, ça aurait été fabuleux. En plus, il avait casté Delon. Je crois qu'il y avait Delon, Brando, Silvana Mangano, donc, qui a joué dans Mort à Venise, je crois que c'est ça. Charlotte Rampling et Helmut Berger, forcément. Ça aurait été superbe. Et en fait, il semble en plus, le script avait été réalisé jusqu'au bout, avait été accepté par la production. Enfin, vraiment, c'était vraiment bien avancé. Et il semble que l'une des raisons principales, ça a été une jalousie de Berger qui refusait en fait que Delon ait le rôle principal. Voilà, donc c'est pas passé bien. Voilà, donc une petite jalousie de favori. Mais bon, finalement, après, il a eu son Ludwig. Voilà. Le rôle principal, donc voilà, ça s'est arrangé pour lui, mais bon, on n'a pas eu Proust par Visconti, même si finalement ça s'est vu dans tous ses films. C'est un peu. C'est une œuvre qui a inspiré toute sa filmographie. Vraiment, c'est ça, quoi. Voilà. Ouais. On va revenir à un projet un peu plus récent. On va faire un bond dans le temps. Et on va revenir il y a 4-5 ans. C'était tout récent. C'est le 20 milieux sous les mers que devait réaliser David Fincher. C'est un projet qu'il a essayé de produire pendant un temps. Et en fait, le problème au début, c'est qu'il n'y avait pas de financier. Et finalement, Disney a commencé à dire ça peut faire quelque chose, Fincher, sur du gros blockbuster. Sachant que son ambition, c'était évidemment de réadapter Jules Verne, de le moderniser un peu avec un point de vue un peu plus nuancé sur le capitaine Nemo. Je crois qu'il voulait pas le montrer comme un terroriste, mais le montrer comme une figure vraiment contestée. Et voilà, il voulait vraiment, on connaît Fincher et son goût de la perversion, il voulait un peu pervertir le personnage. Et surtout, il voulait faire un truc complètement dément, à 70% en effets spéciaux, avec de la performance capture à tout va. Le mec disait que voilà, il voulait faire son avatar à lui avec 20 milieux sous les mers. Et connaissant Fincher, on parlait de Kubrick pour ce que c'est un des rares types qui peut, dans la minutie, être un de ses descendants quelque part. Et ça aurait été absolument fou de faire ça, mais ça ne s'est pas fait. Pour la simple et bonne raison que Disney, un petit peu frileux après les beats de Lone Ranger et de John Carter, s'est dit non, finalement les films live c'est pas très bien. Alors qu'en ce moment ils passent leur temps à adapter en live des dessins animés qu'on connaît par cœur et dont on se tape des nouvelles versions dont on se fout totalement, mais bon bref. Mais bon voilà, filer à un projet monstrueux, un grand metteur en scène, finalement c'est pas trop leur délire en ce moment, donc ça ne s'est pas fait malheureusement. En plus, ce qui aurait été pas mal, c'est qu'il devait tourner en 3D native. En plus, ça aurait été son premier projet. La performance capture, 3D native, voilà, donc Fincher sur un gros projet comme ça, surtout que c'est pas vraiment un mec qui fait des gros blockbusters, donc je pense qu'il aurait quand même couché des Jackson et des types comme ça
en haut de l'échelle. Puis ce qui est terrible, c'est qu'en plus, la production était quand même très avancée. Ils avaient négocié un crédit d'impôt en Australie pour avoir des réductions d'impôts et pouvoir financer le film. Et finalement, c'est Pirates des Caraïbes 5 qui a récupéré le pactole. Voilà, il y a plein de trucs aberrants sur le projet. Ils avaient déjà casté en plus Channing Tatum, je crois, dedans et tout. Enfin, c'était assez avancé. Il y avait Brad Pitt aussi. Ça devait être Brad Pitt durant un temps, et les dernières rumeurs, quand le projet était encore vivant, c'était Channing Tatum qui le remplaçait. Moi, personnellement, ça m'allait, mais bon, bref. Mais donc voilà, on n'aura pas à la place, on aura 20 milieux sous les mers par Christophe Gans et par Bryan Singer. Bon, c'est pas mal aussi, mais c'est quand même nettement en dessous, quoi. Donc on attend ça avec un peu de crainte et en pleurant tous les soirs pour David Fincher. Et toi, Marc, pour le coup, on est dans un projet de David Lean qui s'est perdu dans les limbes, Nostromo. Voilà, Nostromo, c'est un projet que David Lean a commencé à faire dans les années 80, après la route des Indes. C'était une période compliquée pour David Lean, parce qu'il ne s'est jamais remis de l'échec de La fille d'Orion, qui a été super mal reçu. Et La route des Indes, qui est un joli film aussi, mais bon, ça, à certains égards, il peut paraître être un Lean mineur. Bon, c'était déjà un peu son testament. Et donc il veut adapter ce roman de Joseph Conrad qui l'a obsédé pendant longtemps, etc. Alors il a une relation curieuse avec Conrad, il aime beaucoup le roman, mais il dit qu'il s'est quand même endormi pendant les 200 dernières pages. Et donc il est quand même arrivé avec ce scénario qui a été successivement écrit par Christopher Hampton et puis Robert Bolt, qui est son scénariste de Lawrence d'Arabie, Dr Zhivago, etc. Alors, qu'est-ce que c'est en deux mots, juste l'histoire? C'est tout simplement une entreprise de mine d'argent en Amérique du Sud pendant qu'il y a une insurrection populaire, donc derrière critique du capitalisme, critique des intérêts individualistes, etc. Avec une aventure très humaine, très, très Joseph Conrad, quoi. Entre-temps, il y a Steven Spielberg qui a collaboré au projet, puisque le scénario, il a filé un petit coup de main au scénario, mais il s'est disputé avec David Lean, parce que, en fait, quand il est entré en producteur sur le film, David Lean n'avait pas compris il pensait que c'était par courtoisie, mais il pensait pas que Spielberg donnerait son avis sur le scénario. Et Spielberg l'a fait, et David Lean n'a pas aimé. Voilà. Donc, peu de temps après, Spielberg est parti. Il y a eu donc de nouveau des problèmes de budget. David Lean commence à être très malade, très vieux. Il y a un second réalisateur qui a été pris pour l'épauler, qui est Hugh Hudson, qui d'ailleurs était de passage il n'y a pas longtemps à Paris au Fauvette pour parler de cette collaboration avec David Lean. Et voilà, le projet a avancé. David Lean a fini par mourir 6 semaines avant le début du tournage. Il y avait une assurance, donc sur un budget, je crois, estimé à 15 millions de dollars. Je ne veux pas dire d'annerie, mais je crois qu'il y avait une police d'assurance de 4 millions de dollars en cas de décès du réalisateur. Et donc, il est décédé 6 semaines avant le tournage. Donc, on n'aura pas de Nostromo où devait y avoir Marlon Brando, Peter O'Toole, Isabella Rossellini. Et il avait proposé à la Guinness, mais la Guinness n'avait pas voulu, parce qu'il était déjà trop vieux. Donc voilà, donc son dernier film reste La route des Indes, qui est un beau film que je recommande à tous, et qui était une très belle édition par Carlotta. Donc voilà. Voilà, merci pour tous ces grands projets. Maintenant, nous passons à notre sélection.